Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission du Grand Plateau. Avant de commencer de vous présenter les chroniqueurs du soir, on voulait vous remercier pour tout le soutien que vous nous apportez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir sur la chaîne, donc merci beaucoup à vous. Voilà, c'était le petit moment en remerciement parce que ça monte pas mal en ce moment et on voulait vous remercier. Sur le plateau, à mes côtés, il y a Lilian. Comment tu vas, Lilian ? Bah, ça va très bien, très content d'être comme toi sur le plateau une nouvelle fois et puis prêt à profiter de cette émission. Exactement, et on a aussi Maxence qui fait son retour. Comment ça va, Maxence ? Ça va très bien, en plus on a un beau plateau, un bon programme pour 2025, donc on va en parler tout de suite, ça va être cool. Exactement, justement, on voulait vous parler du programme de 2025. Encore une fois, Maxence, tu m'as spoilé mon sommaire, merci beaucoup. On va vous dire ce qu'il faudra suivre en 2025, vous donner des dates, des choses qui seront intéressantes à suivre, mais on va tout de suite commencer pour que vous compreniez un petit peu ce dont on va parler. Et on va commencer avec toi, Lilian, et un rendez-vous en tout début d'année. Oui, ce sont les championnats du monde de cyclocross. De cyclocross. Voilà, je cherchais le mot, c'est vous dire. Non, on attend forcément au tournant Mathieu Van Der Poel, peut-être vers une 7e couronne à voir pour le néerlandais. L'an dernier, c'est 5 courses, 5 victoires, rien que ça, avec la manière en plus de ça. Donc on l'attend au tournant, mais on l'a vu quand même en début de saison à Termonde, où il était absent pour des blessures. Et Van Aert en a bien profité, lui aussi, avec la manière. Donc peut-être que le Belge sera au rendez-vous à voir, et ça risque d'être très intéressant. Ça promet un beau duel. Qu'est-ce que tu prévois, toi, Maxence ? J'ai l'impression que Mathieu Van Der Poel est quand même au-dessus de l'eau quand il est en pleine forme, donc à voir du coup justement s'il sera en pleine forme, mais j'espère un beau duel et puis qu'on en profite un max. Mais après c'est vrai que les autres, c'est un peu déprimant, je pense, pour les autres. Je pense à Elise Herbit, Mathieu Van Der Poel, qui font toute la saison de cyclocross, ils font que ça, et puis il y a 2 extraterrestres qui arrivent et puis qui gagnent tout, quoi. Après, pour revenir sur l'avantage de Van Der Poel sur Van Aert, je pense que Van Aert a pris beaucoup de confiance sur l'absence de Van Der Poel. Donc je pense qu'il pourrait peut-être retrouver un niveau qu'il n'a pas eu encore jusqu'à présent. Et puis voir. Et puis il faut noter aussi que la course elle aura lieu au circuit de Liévin, à côté de Lens en France. Donc voilà, c'est un beau moment pour les Français. Exactement. La deuxième chose qui sera surveillée, ce sera toi, Maxence, qui va nous en parler. Et ce sera la confirmation ou pas de Decathlon AG2R. Bah ouais, on a vu qu'ils ont créé la surprise un peu cette année avec ce changement de sponsor et puis du coup de vélo. On a vu que ça a marché extrêmement bien. On les a même vus à un moment de l'année deuxième au classement UCI. L'équipe française deuxième, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu. Donc non, à voir si ça confirme. Il y a eu un bon mercato, donc c'est de bon augure. On espère beaucoup de choses de cette équipe cette année. Donc on va voir si ça se concrétise et si c'est sur la durée ou si c'était juste un sursaut pendant un an. Mais on a quand même du mal à y croire. On espère pour eux que ça va bien marcher. On a eu le départ de Ben O'Connor, malheureusement, vers la Jayco. Est-ce que ça peut endommager un petit peu cette équipe ? O'Connor, c'était quelqu'un quand même à Decathlon l'an dernier, donc je pense que ça va avoir un impact, c'est sûr, sur l'équipe. Maintenant, je voulais faire un point aussi sur le matériel, qui était très bon et les coureurs l'ont vraiment apprécié l'an prochain. Donc s'ils arrivent à garder cet avantage-là qu'ils ont, peut-être par rapport à la moyenne du peloton, je pense qu'on peut quand même, on les verra, même sans O'Connor devant le peloton, je pense qu'on les verra devant quand même. Ouais, et puis il y a des petits jeunes prometteurs là, qui ont signé pro, donc pareil, on va voir ce que ça donne aussi dans le rang professionnel, quoi. Qu'est-ce que tu attends, Maxence, de AG2R ? Tu l'as dit, de confirmer, mais c'est quoi tes attentes ? C'est top 5, c'est top 3 ? C'est quoi une saison très réussie là, pour toi de la part de l'équipe AG2R, pardon ? Pour moi, une saison très réussie, c'est une saison où on va les voir briller sur des belles classiques, d'aller chercher plusieurs top 10 sur les grandes classiques, et puis des top 5 sur des classiques un peu plus petites. Donc ça va passer par de bons résultats et puis un bon travail d'équipe. Mais après, on va voir. Après, de là, les voir gagner sur le Tour de France, gagner et être présent sur le classement général, j'ai du mal à y croire. Mais d'aller chercher plusieurs étapes, ce serait déjà pas mal, quoi. De les voir remporter des courses et puis je pense que dès que tu gagnes des courses, on entraîne d'autres et puis derrière, tout va bien, quoi. Est-ce que tu les vois, toi, performer sur les grands tours, Lilian ? Sur les grands tours, je sais pas. Après, l'an dernier, ils font un bon début de saison avec un Tour de Monde, notamment qui réussissent avec O'Connor. Donc franchement, s'ils se mettent en confiance, comme disait Maxence en début de saison, je pense qu'ils ont tout pour briller, entre guillemets, sur ces grands tours.
ça va être compliqué pour les classements généraux dans les grands tours. Maintenant, on pourrait les voir, je pense, gagner des étapes, être à l'avant et puis marquer des points à UCI sur ces courses à étapes, je pense. Et puis je pense que c'est important pour eux de continuer à garder le maillot tricolore à la maison et pour montrer que Groupama c'est fini et puis que maintenant c'est eux les leaders. On a fait une vidéo sur Groupama était encore première équipe française dans le peloton. Et en effet, on voit bien que AG2R a bien surpassé Groupama, en tout cas cette saison. Vous parlez des classements généraux, on a quand même Félix Gall qui avait fait un bon Tour de France l'année passée. Est-ce que lui aussi il peut passer un cap et peut-être remplacer Ben O'Connor ou pas ? Ce serait bien, ouais. Ouais, pour moi, il doit passer un cap. Avec l'absence d'O'Connor, c'est sa chance à saisir. S'il la saisit pas là, il la saisira jamais. Donc, pour moi, il doit passer un cap. Il y a quand même des équipiers derrière qui seront pour lui. Donc, je pense qu'il doit passer un cap et doit faire le travail. Pour moi, ouais, puis même, je pense que c'est un signe de l'équipe on peut se permettre de libérer O'Connor parce qu'on a Félix Gall et puis on a confiance en toi et puis vas-y, c'est ta chance, quoi. Donc, je pense que c'est avec ce plein de confiance, je pense qu'il pourrait aller chercher de belles victoires. Ouais. Quel est le jeune que tu attendras le plus, Maxence ? J'aimerais bien, en vrai, Paul Lapera qui continue cette année à vraiment performer et puis à gagner d'autres courses, mais parce qu'on va à part oui, il a gagné ses 2 premières courses pro et puis son maillot tricolore, mais à part ça, on l'a vu à l'avant quelques fois, mais on l'a pas vu performer sur d'autres classiques parce qu'il n'avait pas vraiment commencé, quoi. Mais là, s'il intègre vraiment l'équipe et puis qu'il est tout le temps dans les pelotons sur les classiques, j'aimerais bien qu'il accroche un petit top 10 par-ci par-là et puis qu'il commence à prendre pas mal d'expérience et de le voir plus haut plus prochainement. Lilian, on a vu Paul Sexas il y a 2 semaines faire le 5e meilleur temps de la montée du col de Rates que détient Pogačar. Est-ce que lui aussi tu l'attends déjà à un top niveau ou tu veux lui laisser du temps ? Ouais, moi je serais d'avis de lui laisser du temps parce que c'est tôt. On l'a vu avec d'autres coureurs, je pense que David Gaudu, il faut du temps quand même avant que ça fonctionne et qu'il s'impose leader. Pour moi, lui, voilà, il doit profiter de cette saison pour vraiment apprendre encore un peu plus le World Tour et pour jouer, peut-être de s'inspirer de Félix Gall par exemple, pour devenir attendre peut-être que Félix Gall s'écarte et lui puisse prendre la place. Mais moi, je lui laisse du temps encore à Paul Sexas. Il ne doit pas performer encore cette année, mais il doit jouer peut-être 2-3 ans avant de... Maxence, est-ce que le départ de Connor, par contre, ça peut pas favoriser le développement rapide de Paul Sexas qui est promis quand même comme une des pépites de demain ? Ouais, je pense que c'est le bon moment en fait pour lui d'intégrer l'équipe parce que du coup il va peut-être être un peu plus dans l'ombre de Félix Gall, mais au moins ça va lui permettre que l'équipe aille bien, qu'il y ait de la confiance autour de lui et puis qu'il puisse qui s'intègre plus rapidement dans l'équipe. Donc j'y vois que du bien. Après, on a bien vu avec Lenny Martinez, Romain Grégoire que c'est vraiment pas facile quand même d'intégrer le peloton professionnel et qu'il y a encore une marche entre les deux. Donc on espère que du bien, mais oui, il va falloir du temps, je pense. On n'a pas encore son programme, mais vous l'attendez où, Paul Sexas ? Ce serait bien qu'il soit aligné. Moi, j'aimerais bien le voir sur un Dauphiné, ce serait bien de voir contre une semaine, de continuer de combler l'équipe comme ça, un petit coureur un peu de joker, tu vois, et puis qu'on le laisse un peu libre, mais qu'il soit un peu lieutenant de Félix Gall sur ce coup-là, et puis de lui donner un gros rôle, mais sans trop de pression et sur une course d'une semaine plutôt. Ouais. Lenny Martinez avait fait la Vuelta. Est-ce que Paul Sexas aussi doit aller sur un grand tour ou c'est encore trop tôt, lui qui a 18 ans, on le rappelle, et sur la Vuelta qu'il aura toujours parce qu'il est né le 24 septembre. Ouais, sur un grand tour, il faut beaucoup d'expérience pour gérer aussi tout ce qui est la presse, etc. En dehors du vélo, je pense que ça sera pas simple qu'on a 18 ans, je pense que c'est compliqué. Est-ce que la maturité elle est complètement là ou pas ? C'est peut-être tôt pour le mettre sur un Tour de France, sur une Vuelta peut-être comme Lenny Martinez, mais après si on le met sur la Vuelta, est-ce qu'on met un autre leader que lui ou est-ce qu'on le met directement leader ? Pour moi ça me paraît vachement tôt pour le mettre leader quand même à 18 ans. Donc franchement pour moi c'est tôt pour le Tour de France. Pour tout ce qui est aspect médiatique, en plus pour un Français en France, c'est encore plus compliqué. Pour moi, il serait apte à faire peut-être un Giro ou une Vuelta, comme tu disais, mais quand même en tant que coéquipier. Ouais, et puis il y a du monde quand même dans l'équipe pour aligner, pour éviter d'aligner Sexas tout de suite. Il y a du monde, quoi. Ouais. De AG2R, on attend pas un sursaut, mais une confirmation. Mais par contre, une équipe justement dont on attend un sursaut, un réveil, c'est Visma Leasebike et ça va être une affaire à suivre, Lilian. Oui, exactement. Ils ont émerveillé la saison 2023 en gagnant les 3 grands tours et puis cette année, ça a été
pas une catastrophe, en tout cas une année très compliquée. Il gagne simplement le classement général de Paris-Nice, puis pas grand-chose. Donc franchement, ouais, une année décevante pour Visma. Et puis quand on connaît les coureurs qu'ils ont, franchement, c'est alors, peut-être pas inacceptable d'avoir une saison comme ça. En tout cas, c'est vraiment décevant qu'ils soient surclassés par UAE. Donc on les attend. C'est même plus surclassé, là, c'est complètement dominé de la tête aux pieds. Après, il faut quand même noter qu'il y a Vingegaard qui a chuté lourdement et qui a forcément. Ça a vraiment empêché sa saison et puis ça l'a vraiment. Ça a vraiment gâché sa saison, j'ai envie de dire. Ouais. Mais c'est vrai que oui, on n'en a pas vu d'autres faire un sursaut. Même un Van Aert très discret. Sepp Kuss, pareil, on ne le voit pas au même niveau que la Vuelta. Ouais, on attend vraiment un réveil quand même. Ouais, puis ça a été compliqué avec le fait, tu disais, la blessure de Vingegaard qui l'a impacté même pour le Tour de France. Et donc voilà, c'était le point d'orgue de sa saison, le Tour de France, quand il est pas à 100% face à un Pogacar, surtout ce Pogacar-là, tu peux rien faire. Donc j'attends un retour non seulement de Visma, mais aussi de Vingegaard, pour voir si tout simplement il peut jouer avec le Pogacar qu'on a connu l'an dernier. Et puis je pense qu'on aura quand même très vite nos réponses, même déjà des Paris-Nice, et on pourra savoir où est-ce qu'en est Visma. Après, tu vois, le niveau de Pogacar cette année, et tu arrives quand même à finir deuxième, même si tu as une lourde chute comme ça, c'est quand même que le mec, il en a quand même dans les jambes, mais il sait pédaler quand même. Donc je me dis que s'il fait une saison au top, sans chute, sans rien, il peut revenir quand même à un bon niveau. Après, est-ce qu'on aura le Pogacar de l'année dernière? Pareil, il y a plein de questions qui vont arriver, mais on va savoir ça très rapidement, je pense. Il y a eu un bon mercato, 3 départs vers Red Bull avec les frères Van Dijk et Jan Tratnik. Il y a aussi Johannes Stone-Mittet, là, le petit jeune prodige norvégien qui est parti justement à Decathlon AG2R. Oui. On aurait pu en parler, parce que ça va être aussi à suivre aux côtés de Paul Sexas. Mais on a eu un très bon recrutement avec Simon Yates. C'est quand même quelque chose à souligner. Simon Yates aux côtés de Vingegaard, ça peut faire des étincelles. Sepp Kuss n'était plus à son niveau, Roglic est parti. Ils vont pouvoir aligner, comme ils l'avaient fait en 2023, des sacrés contenders sur les 3 grands tours. S'ils remettent un Simon Yates au Giro, Vingegaard au Tour de France et Sepp Kuss ensuite sur la Vuelta, à tout moment, ils peuvent nous faire un triplé. Je ne pense pas, mais voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de ce mercato, vous? Parce que j'ai cité que Simon Yates, mais il y a aussi Victor Campenaerts ou Axel Zinglet, par exemple. Ouais, je pense qu'ils essayent d'élargir un peu leur comment dire, de se donner plus de chance sur d'autres courses en fait, parce que là, oui, ils visaient les grands tours, mais ils commençaient à part Van Aert, ils gagnaient pas grand chose au tour. Là, avec Zinglet, ils vont peut-être aller chercher d'autres petites classiques. Si on l'a pas, ouais, Campenaerts, pareil, on va le voir peut-être plus à l'avant. Ouais, je sais pas. Pour moi, Campenaerts, il comble un peu le départ de Tratnik, c'est un peu le même style. L'équipier. Ouais. Après, à voir. Moi, ce qui me ferait plaisir, par contre, c'est de voir une course où il y a les deux Yates et puis de les voir peut-être en lieutenant de Pogacar et Vingegaard, et puis de les voir les deux frères en train de se battre pour emmener leur leader au plus loin. Ça me ferait rire, ça, par contre, de voir le combat des Yates. Lilian, on a vu Christophe Laporte qui faisait des très bonnes saisons avec Visma Lease Bike. Qu'est-ce que tu attends d'Axel Zinglet? Pareil, d'apprendre, parce que c'est sa première année dans l'équipe, donc je pense que t'arrives pas ça a été long quand même pour Laporte d'arriver. Il n'a pas gagné tout de suite, il a quand même fallu un certain temps d'adaptation, puis quand ça a marché, ça a très très bien marché. Je pense que c'est pareil pour lui, Laporte, c'était l'équipier de Van Aert à l'origine, il a réussi quand même à gagner une étape sur le Tour de France. Ce sera pareil pour Zinglet, il sera coéquipier, il ne faut pas s'attendre peut-être à le voir tout de suite performer, mais je pense avoir une année d'être coéquipier, peut-être avoir un peu plus de chance sur des courses qui comptent un peu moins. Je pense à des courses de début de saison, l'étoile de Bessèges, ce genre de choses. Et puis après, on pourra le voir peut-être prendre de l'étoffe, prendre de l'importance dans l'équipe, mais moi je ne m'attends pas à le voir tout de suite briller dans l'équipe, j'attends d'abord à être un peu dans l'ombre. Laporte, on en parle, il a gagné sur Paris Tour cette saison, il fait 3e des JO bien sûr, mais il a été un petit peu en dessous de ses standards de l'année passée, comme toute la Visma, mais c'est vrai que on ne l'a pas vu faire une aussi grosse saison. Est-ce que ça aussi, ça peut être inquiétant, Maxence? Bah oui, parce que ça reflète la saison de Visma, quoi, donc... Inquiétant, je sais pas, parce que je pense que, et puis je leur fais confiance sur leur préparation de cette année. Ils ont vu que ça marchait pas. Peut-être qu'ils avaient essayé quelque chose l'année dernière et puis ça n'a pas marché au final. Mais non, je pense que ça va être important pour eux le début de saison pour, comme on le dit depuis le début, prendre de la confiance dès le début et puis après performer. Et puis
Puis ouais, sur les classiques, ça pourrait être bien, même si à Van Der Poel, s'il est un peu esselé, d'avoir un Laporte, Van Aert et puis peut-être un Zinglé, les trucs comme ça, pour l'entourer, ça peut être intéressant. Ouais. On a Jørgen Nordhagen, voilà, qui a gagné le Giro, le petit, le Giro des petits en 2.2, qui est monté dans la team Visma Lease the Bike. Il y en a 4 comme ça qui ont fait le surclassement un petit peu de team Visma Lease the Bike Development. Ça va être aussi à suivre parce que moi, j'ai pas l'impression forcément que Visma fait confiance aux jeunes, mais est-ce que avec des pépites comme ça, il a quand même gagné un Giro, c'est pas, c'est une belle performance. Est-ce que Visma peut aussi changer suite à cette saison de mentalité et dire à ces jeunes, je vais vous donner des responsabilités parce que j'ai mes coureurs, ils doivent se reposer, ils doivent préparer un Tour de France, et donc là sur un Tour de Catalogne, bah vas-y, ta carte blanche. Moi, je pense que tout à fait, c'est des plans B idéaux, parce que ça permet de faire tourner l'effectif et de faire découvrir ces jeunes aussi. Je pense que ça peut être bénéfique, comme on a vu un Isaac Del Toro pour UAE, par exemple, ça peut très très bien fonctionner dès la première année. Après, je pense qu'Isaac Del Toro, c'était un peu un cas à part, et donc je ne dis pas que tous les jeunes, comme tu le disais, vont forcément performer. En tout cas, je pense que il y a quand même un beau panel dans ces jeunes de Visma, et voilà, forcément, plus t'en mets dans un panier, je pense qu'il y en a forcément un ou deux qui vont sortir du lot et vont permettre de faire une bonne saison et de vraiment être la révélation de la saison. En tout cas, je le souhaite à Visma. Maxence a parlé de Jonas Vingegaard comme coureur à suivre. Est-ce que tu en as un autre qui se détache du lot, Lilian ? Dans Visma, j'aimerais bien voir Wout van Aert revenir. Il a eu une saison compliquée quand même l'an dernier. Il a bien commencé sur le cyclocross, donc franchement, je vous souhaite de continuer comme ça et voir s'il peut jouer avec Van Der Poel. On en parlait tout à l'heure, mais ouais, je souhaite de voir revenir aussi. Il a eu une blessure, on s'en souvient l'an dernier. Il voulait faire le Giro et on hésitait sur le fait s'il pouvait jouer un classement général ou pas, mais j'aimerais bien le revoir, ce Van Aert qu'on a connu en 2023. C'est peut-être lui aussi la raison du manque de performance de Visma, parce qu'en 2023 il avait vraiment été intouchable, il était capable de faire des relais de 180 km seul à l'avant en échappée puis aider Vingegaard. C'était vraiment la grosse carte de Jumbo à l'époque pour Vingegaard, donc c'est lui que j'attendrai avec Vingegaard, parce que je pense que c'est lui qui a peut-être aussi la clé du général d'un Tour de France ou d'un Giro ou d'un autre grand tour. Tout à fait. Sexas, t'en as parlé, pourquoi pas sur le Dauphiné, mais sur le Dauphiné, il y aura quelque chose à surveiller et tu vas nous en parler, Maxence. Ce sera bien sûr la dernière de Romain Bardet. C'est ça, la dernière de Romain Bardet. Donc j'espère que ce sera les mêmes adieux que Thibaut Pinot. Quand même, c'était grandiose. Je pense qu'en tant que fan de cycliste, on a tous eu les larmes aux yeux. Là, le discours de Madio en plus sur le plateau derrière, c'était magique. Après, à voir s'il y a un virage pareil de prévu, quelque chose comme ça. Et puis il y en a déjà eu un pendant le Tour de France. Oui, ouais. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un truc encore plus grandiose pour la dernière ? Ouais, de le voir. Est-ce qu'il va avoir envie justement de s'éclater, de vraiment prendre des échappées ? Ou est-ce qu'il va aussi viser un classement général pour son équipe ? Va falloir voir tout ça, mais je pense que, en tout cas, j'ai confiance en lui pour qu'il prenne du plaisir et puis qu'il kiffe cette dernière semaine en France et puis qu'il parte en apothéose. Quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu attends de cette semaine, Lilian ? Est-ce que tu as envie d'y aller ? Ouais, moi aussi, comme Maxence, je lui souhaite de prendre du plaisir, parce que déjà, il se retire sur cette course parce que c'est une course qu'il apprécie. Et puis bon, quand il a fait ses adieux au Tour de France, ça s'est très très bien passé. Donc je lui souhaite un résultat identique. Pourquoi pas un maillot jaune sur le Tour, donc à voir. S'il y a un virage, est-ce que vous aimeriez y aller ? Ce serait cool. Oui, évidemment. Franchement, c'est une légende, quoi. Pour nous qui connaissons le vélo depuis 10-15 ans, Bardet, c'est quand même le coureur avec Pinot qui était capable de jouer, qui était capable de nous faire rêver, quoi. Puis moi, j'aimais bien son style à Bardet. Là, il y avait 4-5 leaders, ils se regardaient tous. Lui, il osait attaquer, il mettait du spectacle, il mettait le feu. Donc, c'est un coureur que j'ai apprécié et franchement, chapeau à lui. Ouais, puis je m'en souviens en 2017, avant le chrono de Marseille, où il est pas très très loin de Christopher Froome. On se dit, bon, si Froome tombe, peut-être ici il arrive à Batourane, on se dit peut-être. Bon, malheureusement, il n'a jamais été trop excellent dans les chronos, mais c'est quand même un coureur qui a quand même marqué notre génération, et on l'oubliera pas en tout cas. C'est terrible quand même, les chronos, à chaque fois on était là, il peut jouer, il y a un chrono arrivé et puis voilà. J'ai l'impression que c'est l'histoire des Français ces dernières années, hein, c'est ça. Et à part Paul Sexas justement, c'est pas prêt de se résoudre. Une cinquième chose qui sera à surveiller, ce sera la réussite de l'équipe de Julien Alaphilippe.
enfin plutôt l'équipe de Fabian Cancellara. Ouais, ça sera, je pense, l'attractivité un peu de l'année prochaine, de cette année. Du coup, ce sera de voir si Julien Alaphilippe et Marc Hirschi seront capables de s'adapter à l'équipe Tudor. C'est une équipe qui a super bien performé au niveau de leur effectif l'an dernier, avec une victoire sur le Giro, une victoire sur Paris-Nice. Avec l'effectif qu'ils avaient, c'était vraiment, vraiment bien. Donc là, avec deux punchers comme ça, franchement, on peut s'attendre à de très, très bons résultats. Et à, pourquoi pas, en tout cas, je l'espère, relancer un petit peu la carrière de Julien Alaphilippe. On a réservé une vidéo qu'on vous invite à aller voir, bien sûr, qui est sur notre chaîne disponible. Mais donc on va pas s'attarder dessus. Mais bon, on peut quand même en reparler. Maxence, qu'est-ce que tu nous attends de cette saison Tudor? C'est quoi? Elle doit atteindre le top 18 ou pas? Bah, ce serait cool. Après, c'est une équipe qui est vraiment en construction. C'est une équipe jeune aussi, récente, avec un staff aussi jeune. Hein. Cancellara, ça fait pas 50 ans qu'il a arrêté le vélo non plus. Donc, à voir ce que ça donne. Donc, ce serait bien justement que ce soit Alaphilippe, Hirschi soient les tauliers de l'équipe et puis qu'ils aident le reste de la troupe à performer et puis qu'ils aillent chercher des résultats. Déjà, on a vu que Paris-Nice les invitait pour leur course. Donc, ça montre quand même que l'équipe a de l'importance aux yeux des organisateurs et puis que ça va ramener des supporters et puis un spectacle grandiose pour la course. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Est-ce qu'ils vont essayer de performer sur le Tour de Suisse? Est-ce qu'ils vont plutôt viser les classiques, ce qui serait plutôt logique? Peut-être essayer, pourquoi pas, de performer sur un monument? On ne sait pas. Qu'est-ce que tu attends, toi, Lilian, du coup? Oui, moi je les attends sur les monuments, à essayer je pense, de prendre la première échappée qui vient, essayer de montrer au moins le maillot. Et puis tu disais Tour de Suisse, je pense que ça leur convient parfaitement. Un tour d'une semaine chez eux, franchement, ils auront à cœur de briller. Et... Bon, ça risque d'être compliqué pour le classement général. Marc Hirschi à ouais. domicile. En tout cas, pour des victoires sur le Tour de Suisse, moi je les attends vraiment au tournant. Puis c'est quand même des coureurs de classique. Hein. Hirschi, Alaphilippe, c'est quand même des mecs qui sont réputés pour gagner ces courses-là. Donc on les attend sur ces courses-là. Ouais, puis Hirschi, contrairement à Alaphilippe, il n'est pas vieux. Donc lui, il a vraiment un avenir. Alaphilippe, on sait que c'est sûrement sa dernière équipe en cyclisme. Mais par contre, pour Hirschi, il a quand même de l'avenir. Donc je pense que Alaphilippe, c'est peut-être on va commencer sur Alaphilippe et puis après on va se tourner sur Marc Hirschi peut-être, ou alors Hirschi va tout de suite s'imposer, en tout cas avec Marc Hirschi qui est suisse qui plus est. Il va vraiment être le leader pendant ces prochaines années de Tudor. Quelque chose d'autre qu'il faudra suivre l'année prochaine, ça va être forcément la réaction de ces équipes françaises. On a parlé de Decathlon AG2R, donc on sait qu'elle ne va pas réagir mais veut confirmer. Mais par contre, toutes les autres vont devoir réagir. On parle de Cofidis, bien sûr, avant-dernière équipe World Tour juste devant Astana. On parle de Groupama qui n'a pas beaucoup gagné cet été et cette année, et qui a l'année dernière, et qui a en plus perdu Lenny Martinez, sa jeune pépite qu'on voit tous performer. Qu'est-ce qu'elles vont avoir à faire pour se relancer? Des victoires parce que c'est là où ils sont les points UCI, donc c'est ce qu'elles en ont besoin, pardon. Mais après, Groupama est pas vraiment inquiété sur son rang UCI. Ils avaient quand même pas mal de points entre guillemets d'avance pour être sûr de rester dans le peloton au World Tour. Mais après, Cofidis, Arkea, c'est compliqué. Donc on les attend sur les courses à gagner des étapes comme l'a fait Arkea là, cette année, de gagner une étape sur le Tour de France, c'est le Graal pour eux, quoi. Après, sur les plus petites courses, ce serait bien aussi de les voir plus souvent à l'avant. On a envie de voir de l'envie de ces équipes françaises parce que c'est un peu urgent s'ils veulent sauver leur avenir, leur équipe, parce que c'est quand même le plus important, quoi. Les points UCI, le classement, c'est derrière, tu as le budget qui suit, tu as les sponsors qui sont attirés, donc c'est la vie de l'équipe, quoi. Tu parlais de Arkea, tout ça, mais on a aussi une équipe en pro team, hein, Total. Est-ce qu'elle va être invitée? On parlait à l'instant de Tudor. Il y a Tudor, UnoX qui pousse à la porte, non, parce que UnoX était déjà dedans, mais est-ce que Total va être invitée sur le Tour de France? Si elle fait pas un bon début de saison et qu'elle montre pas le maillot, qu'elle ne gagne pas, ça va aussi être compliqué, ça va être quelque chose à regarder aussi, Lilian. Ouais, ça va falloir qu'elle performe très vite dans cette année, dès les Tours de Bessèges ou les premières courses de début de saison, GP La Marseillaise par exemple. Elle a des coureurs qui s'expriment sur ce genre de terrain, donc elle va tout de suite devoir
répondre présent. Et puis à voir, parce que Total, c'est quand même une équipe qui a gagné sur le Tour de France cette année, avec Turgis. C'est quelque chose qui n'arrive pas tous les ans quand même pour Total. Donc, Deuxième place en plus pour un petit jeune. oui, c'est vrai. Oui. Donc elle a quand même montré qu'elle avait des atouts. Maintenant, il va falloir surtout très bien les jouer, parce que c'est sûr que la situation actuelle, elle est loin d'être favorable pour l'équipe. Donc il va falloir tout de suite être capable d'être dans le rythme. Et je pense que si elle arrive, un peu comme on le disait pour Decathlon ou Visma, si elle performe en début de saison, je pense qu'elle performera sur toute l'année. Elle trouvera la confiance pour réussir à performer sur d'autres courses. On a 2 mercatos à mettre complètement en parallèle. Ça va être celui de Arkea et celui de Cofidis. Cofidis a fait un recrutement que je trouve très très bon, mais Arkea par contre n'a pas trop bougé. Est-ce que tu peux nous en parler, Maxence ? Bah ouais, c'est dommage parce qu'on s'est dit Arkea est en vrai danger. Est-ce qu'ils vont réagir en mettant les sous sur la table? Et non, ils ont préféré faire confiance à leur équipe. Donc à voir ce que ça donne. On a vu que Vauquelin avait gagné l'année dernière sur le Tour de France, mais est-ce qu'il va réussir à endosser le rôle de leader et vraiment porter l'équipe? Et puis en ce qui concerne Cofidis, on voit qu'ils ont fait complètement la stratégie opposée et puis ils ont préféré mettre des sous pour le coup et puis attirer plus de coureurs. Et puis pourquoi pas un sursaut et puis récolter des courses et des points UCI. Mettre des sous, mais surtout relancer certaines carrières. Hein. Dylan Teuns, Emmanuel Bourgman, c'est quand même des paris qui sont osés. Après, on a une assurance tout risque un peu, j'ai envie de dire ça, avec Alexa Rambourou qui est en pleine progression au fil des années. Mais est-ce que tu y crois à ces paris de Dylan Teuns et Emmanuel Bourgman qui ont 32 ans chacun, il me semble? Moi, j'y crois parce que c'est l'inverse de ce qu'on disait pour Tudor, c'est-à-dire que Tudor et Maxence ciblaient le manque d'expérience. Pour moi, des Dylan Teuns, des Bourgman, ce sont des coureurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont quand même gagné en World Tour, donc qui ont une certaine fibre de la gagne que n'ont pas forcément les jeunes. Donc en plus, à Rambourou qui est là qui est jeune et qui va pouvoir apprendre de ces deux-là, je pense que c'est franchement idéal. C'est un très très bon recrutement de Cofidis avec pour moi un Bourgman, je pense que c'est quand même un coureur qui reste fiable, même s'il n'a pas forcément très bien performé ces dernières années. Je pense que c'est un coureur où on peut encore attendre de bons résultats de sa part. Idem pour Dylan Teuns. Donc franchement, moi je suis très content du mercato et je pense que si Cofidis aligne bien les choses avec une bonne symbiose dans l'équipe en ayant bien intégré ses transferts, je pense que les résultats ils seront là. Dylan Teuns, on le rappelle, n'a plus gagné depuis son succès mémorable sur la Flèche Wallonne. C'est quand même 2 ans et demi. Hein. Après, Emmanuel Bourgman, pareil, n'a pas gagné à part son titre de champion d'Allemagne. Voilà, on va passer à la prochaine, au prochain rendez-vous qu'il ne faudra pas louper. Ça va être un des championnats du monde les plus costauds de toutes ces dernières années, mais peut-être depuis le début du cyclisme. Ça va être les championnats du monde au Rwanda, Lilian. Oui, et pour la première fois en 103 ans d'existence, un championnat du monde va se tenir sur le continent africain. Ça sera donc au Rwanda, à Kigali. Ça sera du 21 au 28 septembre prochain, avec un parcours de 267,5 km. Et tu le disais, très difficile. Énorme, c'est énorme. 267 km en montagne, c'est... Ouais, et puis surtout, c'est les organisateurs eux-mêmes qui le disaient. On s'attend à l'un des championnats du monde peut-être le plus dur de l'histoire. Donc c'est rien que quand tu donnes la couleur comme ça donne envie de le suivre. Oui. En tout cas, ce sont l'enchaînement de murs très très élevés, des pentes souvent à plus de 10% qui risquent de faire très mal aux pattes. Et pendant 260 km, je souhaite bon courage quand même aux coureurs. Ça risque d'être très compliqué. Et puis surtout, ce qui va être très intéressant, c'est aussi le fait d'avoir un premier championnat du monde en Afrique. Pour moi, ça montre l'intérêt qu'a le Rwanda et qu'a l'Afrique en général, que trouve en tout cas l'Afrique dans le cyclisme. Et ça fait plaisir à voir de changer un peu de destination et de ne pas se concentrer seulement sur l'Europe, mais d'aller dans d'autres continents. Et l'Afrique, pour la première fois en 103 ans, c'est franchement super. Tout à fait. Puis on sait qu'en Afrique, il y aura des conditions quand même assez difficiles, souvent avec la chaleur. Au Rwanda, en plus, ils ne sont pas épargnés. Est-ce qu'on va voir un championnat du monde qui se termine à 12-13 coureurs? On ne sait pas. Les championnats de France à Cassel, il y a 2 ans, avaient terminé comme ça, avec 15 coureurs à peu près. Il me semble qu'ils avaient fini la course. Est-ce qu'on peut voir pareil sur ces championnats du monde, Maxence? Je pense que oui, c'est le fait que ce soit un circuit, ça fait comme quand Madouas a gagné, ce qu'il disait Hugo. Je pense que le meilleur gagnera de toute façon, parce que là, ce sera forcément la pédale que ça va jouer. Après, est-ce qu'il va falloir faire attention, parce qu'un Pogacar qui attaque à 100 km de l'arrivée, là, je pense qu'il va pas falloir se griller les ailes trop vite, parce que là, ça va aller un peu vite de partir à 100 km, mais après...
Je pense que oui, le meilleur gagnera de toute façon. Est-ce que une course d'équipe peut arranger les choses? Peut-être, après à voir ce que ça donne avec les forces en présence à ce moment-là. Mais oui, un bon parcours. Et puis, ouais, ça fait plaisir de voir un circuit et une organisation en Afrique, en tout cas. Ouais, moi j'ai peur justement, tu parles des courses d'équipe. Moi j'ai peur de ça justement, qu'on ait un peu peur de la chaleur, des fringales, des défaillances ou des coups de Pogacar qui partent trop loin. Et j'ai peur qu'en fait on attende un peu le dernier moment pour partir, qu'on cherche à verrouiller un peu la course pour éviter d'avoir une fringale surprise d'un des favoris et d'assurer un peu une arrivée, peut-être pas forcément au sprint, mais en tout cas une arrivée dans le dernier col. Bah ouais, mais t'as pas d'oreillette sur les Mm. championnats, donc je me dis que s'il y en a 2 ou 3 qui arrivent à s'échapper, même si c'est pas des leaders, mais si c'est des outsiders, ça peut tout de suite mettre le feu aux poudres et puis qu'on ait vraiment du spectacle et qu'on s'éclate. Ouais. Mais je pense que oui, il y en a plus d'un qui à la cloche, ils vont mettre le clignotant et puis ils vont pas repartir pour le dernier tour. On voit très peu souvent Vingegaard sur les classiques. Est-ce que avec un parcours pareil, lui qui est peut-être le meilleur grimpeur actuel du peloton, est-ce qu'on peut le voir sur ces championnats du monde? Bah moi ça dépendra de beaucoup de choses. Premièrement, tu disais la chaleur. Je pense que s'il résiste pas bien à la chaleur, ça va être compliqué pour lui. Faut voir aussi, il a eu une saison de l'année dernière compliquée avec sa blessure notamment. Donc s'il est complètement en forme, c'est sûr qu'il sera parmi les favoris. Maintenant avec son équipe Danemark, est-ce qu'il sera capable d'entre guillemets contrôler la course? Je ne sais pas. Je pense que la Slovénie de Pogacar sera peut-être mieux armée que lui. Donc je pense que ça va quand même être compliqué de ce côté-là. Mais oui, c'est sûr qu'à l'état pur, s'il est en forme, il nous remonte les jambes qu'il avait notamment en 2022 et 2023. Évidemment, il fait partie des favoris. Maintenant, il y aura des facteurs qu'on ne prend pas forcément en compte sur des courses européennes, c'est-à-dire la chaleur et l'intensité quand même des murs qui se répètent pendant 260 km. Moi, j'ai une question pour vous, les gars. C'est par rapport au circuit et aux forces en présence de l'année dernière, on va dire, sur toute la saison de l'équipe de France. Vous mettez qui en leader et en équipier sur un circuit comme ça? C'est une bonne question que tu poses là. Après, moi, comme j'ai vu Gaudu sur la fin, je trouve que c'est quand même le mieux armé pour des étapes montagneuses quand on a pu Bardet, qui avait quand même une sacrée caisse. Mais pour moi, ouais, Gaudu, à voir si il performe en ce début d'année sur un Giro, une Vuelta. Mais pour moi, c'est la meilleure carte française à l'heure actuelle. Ou alors mettre directement un Lenny Martinez petit gabarit et très bon, qui a une bonne pichenette comme ça, mettre une carte sur lui. En tout cas, je pense qu'il va falloir jouer sur justement plusieurs cartes et envoyer 2-3 mecs à l'avant, on sait pas. Bah, Moi, je pense à Guillaume Martin, peut-être en coéquipier, en lieutenant de Gaudu. Pour moi, Gaudu, ça reste à l'heure actuelle la meilleure carte. Après, il va falloir voir aussi en fonction de leur calendrier. Peut-être que Martinez aura un calendrier plus favorable que celui de Gaudu. Il sera peut-être la meilleure carte. Après, Gaudu, moi, je suis sceptique parce que on a vu la stratégie quand même de Vauclair ces dernières années, c'est d'essayer de prendre un coureur par équipe. Et on sait qu'il aime beaucoup Madouas. Madouas aux Jeux Olympiques, Madouas ici, Madouas là. Il a quand même aidé Alaphilippe sur un titre mondial. Est-ce qu'il préfère pas avoir la confiance de Madouas comme tous les ans? Gaudu, on l'a jamais vu réellement avec l'équipe de France briller. Donc est-ce qu'il va pas préférer prendre Madouas pour Groupama? Et selon toi, Madouas est favori par rapport à Gaudu? Par rapport à la résistance, moi, peut-être plus qu'à Gaudu. Et t'as vu le parcours, il est quand même Ouais. sacrément... Quand il gagne le deuxième titre à la Philippe, Madouas, c'est lui qui le lance dans une des montées. ouais. Le parcours était quand même hyper compliqué aussi. Après, j'ai pas étudié en détail le parcours, mais je sais pas. Sur la résistance, je pense que Madouas est quand même favorable à un Bardet. Enfin, Un Gaudu, oui. Gaudu, pardon. Moi, au contraire, sur la distance, j'aurais vu plus un Gaudu qu'un Madouas. Un Madouas pour des efforts courts et pentus, comme la plupart des murs correspondent, mais la répétition comme ça des murs, il faut vraiment pour moi être un bon grimpeur très régulier. Je pense que Gaudu, il a plus cette régularité que Madouas, c'est plus explosif pour moi. Bah, quand il gagne le titre de champion de France, c'était quand même un sacré Oui, mur ouais, sur les ouais, pavés. ouais. Donc c'est pour ça que. Après, je tu vois, pensais plus à Gaudu, lui. il fait deuxième, donc c'est Ouais. une carte aussi qu'il faudra... Deux cartes très serrées. À Ouais. voir s'il prend 2 Groupama FDJ ou pas dans son équipe. Enfin, quoi. Gaudu fait pas deuxième d'ailleurs, il avait complètement Paul pété, il me Texas. semble. Non, mais à voir, c'est une bonne question en vrai, que tu poses là, et on aura plein d'équipes qui seront à surveiller parce que là, même un Van Aert ou un Van Der Poel qui sont souvent présents sur les mondiaux, je suis pas sûr qu'ils s'alignent cette saison avec un parcours pareil. C'est sûr qu'il se grille juste pour une course comme ça. Ouais. Ouais, carrément.
Ce sera très intéressant à surveiller et ce sera en septembre. Est-ce que tu as la date précise, Du Lilian ? 21 au 28 septembre. Merci beaucoup, Lilian. Une autre chose à surveiller, Maxence, ça va être forcément des classiques. Est-ce qu'on va encore avoir un festival de Pogačar et Van Der Poel ou pas ? Bah ouais, c'est ça. La question, c'est qu'on va voir leur première course de la saison, et je pense qu'on va vite être fixé si déjà Van Der Poel s'il revient au top sur le championnat du monde de cyclocross week-end. Bah, je pense qu'il n'y aura pas trop de doutes sur sa forme et sur les premières classiques pour lui. Après Pogačar, à voir si déjà il s'aligne sur toutes les classiques et s'il s'aligne sur lesquelles. Et puis après, à voir par rapport justement à son programme. Et puis s'il est au top de sa forme comme on l'a laissé l'année dernière. Mais pour moi, à l'heure actuelle, je vois pas grand monde les rivaliser avec eux. Mais comme on prétend avoir un grand Van Aert cette année et on espère pour avoir du spectacle, ce serait bien. Après, on attend peut-être un Laurens Pitty, un Van Aert, des choses comme ça, même un Stephen Kung, des coureurs comme ça, peut-être plus briller, ou un Axel Zinglet, on en parlait, pour concurrencer un peu. Mais c'est vrai que c'est quand même deux monstres et on a du mal à imaginer autre chose. Et il y a Pogačar qui a annoncé qu'il voulait gagner tous les monuments, mais qui ne prendra pas part, en tout cas, c'est pas prévu dans son programme de début de saison à Paris-Roubaix. Qu'est-ce que vous attendez de cette course Paris-Roubaix ? Parce qu'on a vu un Mathieu Van Der Poel qui, quand même, écrasait les 2 dernières éditions, notamment avec Philipsen, même qui avait fait 2. Il va falloir faire quoi pour déstabiliser Van Der Poel sur Paris-Roubaix ? Mais il va falloir un excellent Van Aert, premièrement, je pense. Bien entouré. Bien entouré. Et puis, il va falloir aussi une très belle lead trek pour Pedersen. Donc, c'est vrai que j'ai oublié Pedersen. Ouais, il y a Pedersen. Il va falloir une équipe très soudée pour lead trek, capable de rester quand même au duo Philipsen-Van Der Poel, parce que le meilleur des Van Der Poel, tu disais, c'était Philipsen. Alors, bon, est-ce qu'il l'aurait été sans Van Der Poel ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il était là. Il aurait fait, je pense, un podium quoi qu'il arrive. Donc, Philipsen, ça reste une carte quand même. Et puis à voir, Van Der Poel il est blessé, c'est peut-être pas forcément anodin, peut-être que, je ne souhaite pas, mais peut-être qu'il peut faire une mauvaise chute par-dessus et complètement gâcher sa saison. Si Van Der Poel n'est pas au départ du début de Paris-Roubaix, là je pense que toutes les cartes sont rebattues et on risque d'avoir une belle course. Avec Van Der Poel en forme, il y a un peu moins de suspense. Ouais. Moi j'aime bien Paris-Roubaix parce que tu as souvent un ou deux petits coureurs qui viennent s'immiscer dans le top 5. On avait vu Laurent Vermeersch, on savait tous que c'était un très bon coureur de classique, mais de là à faire un top 3, il me semble qu'il avait battu Van Aert au sprint quand Philipsen fait 2. Même Colbrelli, c'était pas le gros nom qu'on attendait. Moi j'aime bien Laurens Pitty, tu l'as dit. On peut voir aussi un Filippo Ganna, je sais pas trop. Mais ça va être intéressant en tout cas de suivre tous ces monuments. Et tu l'as dit, on en aura 5 comme chaque année. Mais j'ai envie de voir si Pogačar et Van Der Poel vont encore écraser tout ça. En tout cas, ce sera à suivre tout au long de la saison. Et on va passer sur la 9e chose que vous voulez nous faire suivre en 2025. Et ce sera le Tour de France, bien sûr. Est-ce qu'on aura un vrai duel ? Comme chaque année, on l'attend quand même, le Tour de France. Et puis cette année, on nous a, encore une fois, comme les années précédentes, vu un beau duel entre Pogačar et Vingegaard. Bon, il manque encore un peu de suspense à la fin, comme en 2023. La dernière fois, c'était Vingegaard, là, maintenant, c'est Pogačar. On espère que cette fois, ils soient tous les deux au meilleur de leur forme, avec 2 belles équipes, parce que même si UAE a dominé l'an dernier, sur le papier, il y a une très belle Visma. Donc franchement, je m'attends à 2 très belles équipes, 2 équipes en forme surtout. Et franchement, si les 2 sont à leur meilleur niveau, on va se régaler quoi qu'il arrive. Et puis surtout, il y a un point que je voulais attribuer, c'était que c'est le premier Tour de France premier parcours qu'on a qui est 100% français depuis des années. Si je dis pas de bêtises, c'est le premier au 21e siècle. Donc ça, c'est à noter. Et puis aussi, on sera en 2025, 40 ans après la dernière victoire de Bernard Hinault. Donc est-ce qu'on aura un Français peut-être pour mettre un terme à cette passe, on l'espère. Maintenant qui, on va voir. Ouais, t'as de gros espoirs quand même. Très prétentieux. On avait annoncé un super Tour de France qui a été archi dominé par Pogačar, mais on a vu quand même une belle bataille sur le podium. Et là, tu as parlé que de Vingegaard et de Pogačar. Est-ce que Evenepoel peut encore une fois s'immiscer dans le débat pour la victoire finale ? Déjà, je ne sais pas vraiment s'il va s'aligner aussi cette année. Après, je crois qu'il a vraiment très bien apprécié l'année dernière et puis il s'est bien entendu avec Pogačar. Donc, je pense qu'au moins, ils vont être copains là-bas s'il vient. Mais ouais, après, est-ce que c'est un circuit plus à son avantage ? Je ne suis pas sûr.
Mais oui, je pense qu'il peut y avoir une plus grande bataille encore entre ces trois-là. Et puis plus de surprises parce que ouais, Evenepoel, on l'a quand même souvent vu en retard sur les deux autres. Et Vingegaard largement en retard aussi sur Pogacar. Donc on a bien vu le classement à toutes les étapes. Donc à voir. Ouais, puis on nommait Evenepoel parce qu'un Vingegaard blessé a quand même terminé deuxième du Tour de France et a gagné une étape devant Pogacar. Donc, Evenepoel aussi Et, était tombé. et Evenepoel Ouais, est plus jeune aussi. Et Oui. derrière, il sort un double titre olympique. Donc il Oui. était quand même en forme cette il année. était en forme. Ouais. Et tu parlais des Français, peut-être pas pour la victoire finale, hein. On va peut-être déjà parler top 5, tout ça. On a un Lenny Martinez qui a la Bahreïn Victorious que moi j'avais dans mes mentions honorables, on va dire, pour le top 10 des moments à suivre dans la saison. Pour moi, il y avait Lenny Martinez à la Bahreïn Victorious. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir suivre. Est-ce que Lenny Martinez déjà va être sur le Tour de France et est-ce qu'il peut performer maintenant qu'il a 21 ans? Bah, pour moi, s'il arrive à s'imposer rapidement à la Bahreïn Victorious, pour moi, ça fait aucun doute qu'il sera sur le Tour de France. Parce que non seulement il est français, mais en Déjà. plus de ça, c'est le leader en montagne, je pense. En tout cas, s'il arrive à s'imposer, ça sera lui le leader en montagne. Maintenant, ça serait son premier Tour de France. Est-ce qu'il serait capable de jouer les classements généraux? Est-ce qu'il jouerait les étapes? Je sais pas. Pour une étape, je pense que s'il joue les étapes, il aurait complètement les cartes pour aller gagner. Ouais, c'est clair. Maintenant, on l'a vu l'an dernier que bon, on laisse pas beaucoup de chance aux échappés. Donc voilà, il va falloir aussi cocher la bonne étape et puis à voir ce qu'il peut espérer. Moi, du côté des Français, j'attends peut-être encore une fois un Guillaume Martin. C'est lui qui fait quand même meilleur Français l'an dernier. Est-ce qu'il peut aller chercher un top 10? Il change d'équipe à Groupama. Il avait un vélo C'est ça. plus lourd que les autres, hein, d'après lui l'an dernier. Donc, est-ce qu'il sera capable d'aller avec un vélo plus léger chercher le top 10? Je sais pas. Mais Est-ce qu'il sera pas équipier déjà? ouais, aussi. Parce que s'il y a un Godu, je pense qu'il est équipier. Bah, s'il arrive à s'imposer après, je sais pas. Tu mets pas Il arrivera Madouas leader, Maxence? Ah bah, sur un grand tournant. Sur un grand tournant, mais oui, en lieutenant, Guillaume Martin, je pense que ce serait le top pour Gaudu. Après, on l'a jamais vraiment vu en lieutenant. Il a toujours été leader un peu en solitaire Ouais. quand même dans le peloton, donc à voir ce que ça peut donner. Mais je reviens sur Lenny Martinez. Je pense que sur les 2-3 premières étapes de montagne, quand il va voir s'il arrive à suivre ou pas les 10 plus grands 10 plus grands grimpeurs, quoi. Je pense qu'après il va vite être fixé et puis après limite perdre volontairement du temps pour après aller chercher des étapes comme l'a fait des Carapace les dernières années ou des choses comme ça. Ouais, oui, alors il va faire comme Victor l'a fait début du Tour C'est en ça. 2023 et gagner une étape. Moi, j'ai vraiment de grandes ambitions pour Lenny Martinez. J'ai envie qu'il performe. J'ai envie qu'il soit pas payé c'est bête de dire ça, mais qu'il soit pas payé 2,5 millions pour rien, quoi. Il a fait ce choix d'aller à la Bahreïn que je respecte et parce que de toute façon on n'a pas à en discuter, mais s'il a fait ce choix, c'est que pour moi dès maintenant il doit progresser, c'est pour moi que dès maintenant il doit avoir des résultats et que la Bahreïn Victorious doit lui apporter quelque chose, mais que lui il doit apporter quelque chose à la Bahreïn Victorious, et en l'occurrence c'est des victoires et ça passera par un bon Tour de France pour moi. À 21 ans, Pogacar en comparaison était déjà à un niveau top niveau et se devait de performer sur un Tour de France ou sur une Vuelta, enfin bref. Et donc pour moi, Lenny Martinez, il est là et il doit performer. On dit que les Français ne sont jamais à un bon niveau, que ça fait 40 ans qu'on n'a pas gagné. Mais bon, si on met les Français toujours en retrait et qu'on dit ouais non, faut attendre Lenny Martinez 3 ans, bah non, je suis désolé, cette fois-ci, faut qu'on dise Lenny Martinez, c'est un bon espoir et que faut qu'on y aille franco avec lui. Après, s'il n'a pas les épaules, bah on le verra. Mais pour moi, faut que cette saison, il performe. Après, moi je te pose une question, c'est est-ce que tu mets Lenny Martinez de 21 ans aujourd'hui au même niveau que tu mettais Pogacar à 21 ans? Est-ce que tu as les mêmes attentes d'un Pogacar à 21 ans ou qu'un Martinez à 20 ans? Non, parce qu'il n'a pas prouvé la Ouais. même chose. Oui, ça, mais, donc tu l'attends pas forcément à être leader sur le Tour de France. Si, par contre, oui, si. Par contre, Oui, pour moi, non, mais dans le Lenny sens, Martinez allez, doit prétendre un top 10, top Ouais. 5. Top Ça 5. va être dur, mais pour moi, il doit se batailler pour les places entre la 5 et la 8e. Moi je suis d'accord pour le top 10, top 5, je sais pas. Après, Surtout s'il y a Evenepoel, Vingegaard, Pogacar, déjà tu as mis 3 places. Ouais. Il te reste plus que Oui, 2 déjà. places dans le top 5. Je pense qu'il y a des coureurs d'expérience quand même qui ont plus de régularité sur les grands tours et qui auront déjà ces places-là. Après un top 10, ouais, c'est envisageable et ce serait bien pour lui, ouais, qu'il concrétise. Et puis dans un effectif où il peut pleinement s'éclater en tant que leader, il n'y a plus de grands
y a pas de grand leader chez Bahreïn, donc c'est à lui de prendre cette place. Ouais, puis il prendrait un peu de l'assurance. Tu parlais de son salaire. Bahreïn Victorious, c'est une équipe qui a beaucoup de financement. Donc je pense que s'il arrive à s'imposer leader, à vraiment faire j'espère qu'il va nous étinceler pendant ce grand tour, pendant au moins le Tour de France. Eh bien peut-être que l'équipe Bahreïn Victorious serait peut-être plus enclin à lui offrir des équipiers, peut-être, et puis à voir un jour le voir être prétendant au podium à Paris. Dernière chose qu'on va suivre, bien sûr, ça se passera aussi en France comme les championnats du monde de cyclocross dans 1 semaine et demie maintenant. Ce sera les championnats d'Europe en Ardèche et ça va être à suivre, Maxence. Bah oui, décidément, on a plein de choses d'organiser en France cette année. Les championnats du monde de cyclocross, comme tu viens de dire, et puis du coup, les championnats d'Europe. Donc ça se déroulera du 1er au 5 octobre et sera du côté de la Drôme et de l'Ardèche, donc un circuit en France. Donc ça va. J'espère qu'il va y avoir pas mal de public et puis pourquoi pas avoir des Français briller. Donc on sait que Christophe Laporte a gagné il y a 2 ans maintenant le championnat d'Europe. Donc à voir s'il arrive à rééditer ça, mais ça m'étonnerait que ce soit pour lui cette année, mais après un autre Français, ce serait cool de les voir briller. Ouais, le parcours, il est comment, Maxence? Est-ce que tu peux nous le dire un peu? Bah, un circuit assez punchy avec des montées assez courtes, mais quand même pas mal de montées. Donc, à voir, ça peut convenir pour des coureurs comme Alaphilippe s'il est en grande forme cette année, mais à voir, on aimerait rêver. C'est surtout qu'il est 2 semaines du coup après les Worlds. Ça va être intéressant de voir qui va faire le doublé, qui va justement être oublié pour les Worlds et va faire les championnats d'Europe. On va suivre du coup la Faune Ardèche classique et la Drôme classique avec une grande attention. Qu'est-ce que t'attends, Lilian? Bah à voir, je reviens sur Madouas, mais peut-être que s'il n'est pas à Kigali, il sera peut-être dans la Drôme. Mais en tout cas, non, c'est un parcours très intéressant avec des bottes qui se répètent, qu'il faudra être. Des boss, tu voulais dire? Des boss, j'ai dit quoi? Des bottes. Ah, des boss qui se répètent et donc ouais, il va falloir être très résistant, ça risque d'être très intéressant. Et tu le disais, avec ces Worlds qui vont être déjà très fatigants, ça m'étonnerait de voir un 1-2 entre guillemets sur ces Worlds et sur le championnat d'Europe. Donc je pense que peut-être que les choix que pourra pas faire Vauclair pour le championnat du monde, il pourra les faire pour le championnat d'Europe. Donc on pourrait avoir peut-être une équipe de France qui est quand même assez polyvalente, qui n'a pas de forcément grands coureurs en montagne, mais qui est assez polyvalente. En tout cas chez les coureurs grimpeurs punchy, je pense qu'elle a une vraie carte à jouer et ça va être très intéressant maintenant de là donner un nom de coureur présent, je sais pas. Paul Lapera pour le coup aussi qui pourra. Tu l'attendais, Maxence, ça peut être sur une course comme ça, non? De qui? Paul Lapera. Bah pourquoi pas, ouais. Après moi je pense, si j'étais Vauclair, j'aurais fait carrément 2 équipes et puis une équipe peut-être plus jeune autour de axée sur Martinez s'il fonctionne bien, avec justement un Godu, tout ça pour l'épauler sur les Worlds. Et par contre en Europe, c'est en France, bah, peut-être plus miser sur une équipe solide avec des Lapera, Alaphilippe, Madouas et puis peut-être Paul Sexas, des coureurs comme ça. Vraiment faire 2 équipes bien distinctes et puis qu'il y ait une préparation Europe et une préparation mondiaux, quoi. Et en vrai, on risque d'avoir du beau nom en France parce que, comme je le disais, Mathieu Van Der Poel, Mads Pedersen, c'est pas sûr qu'ils aillent jusqu'à Kigali. Déjà, ça fait du déplacement, mais en plus, si c'est pour qu'ils finissent même pas la course, et même en tant qu'équipier, je sais pas s'ils vont pouvoir tracter du monde bien longtemps. On risque d'avoir du beau monde, je pense. Bah, puis vu ce qu'il a dit Van Der Poel, qu'il n'était pas content quand il n'était pas favori au départ par rapport au Tour de France, là au moins il sera un des grands favoris pour moi pour les Europes, donc je pense qu'il sera au départ et puis ça peut attirer un Van Aert pour éviter que son rival gagne et ça peut attirer plein de monde derrière, donc je pense que c'est une bonne idée. On espère qu'il va pas s'ennuyer en tout cas sur cette course. Et en tout cas les gars, merci beaucoup d'avoir été avec moi sur ce plateau. Merci à vous d'avoir été avec nous si vous êtes restés jusqu'au bout de cette vidéo. Dites-nous vous ce que vous allez suivre tout au bout de la saison, si ça peut être un coureur, un événement ou la relève ou Visma Lease the Bike. Ça dépend, dites-le nous en commentaire. En tout cas merci beaucoup de nous avoir suivis et on vous dit à la prochaine et à très vite.